Bonsoir ou rebonsoir. En tout cas, à Maliba Léla, ils sont sur le plateau, dans la Réunion Léla, le Mali, l'Afrique, au rythme des pas de la danseuse et chorégraphe Manu Sissoko. Et on parle ici aussi de transmission. C'est dans la Réunion. Comment il est? Honneur aux dames. Manu Sissoko, bonsoir. Makoro Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, Vincent Lassalle, bonsoir. Bonsoir. Et Draman Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va juste rappeler, c'est quoi, Makoro, on va rappeler, c'est quoi Maliba Léla? Maliba Léla, c'est l'événement organisé par l'association NR2L qui œuvre autour de la culture africaine et particulièrement le Mali. Et il y a des stages de danse, de chant, de percussion avec 3 temps forts de spectacles qui sont autour de leur travail à tous les 3. Le bal Afro Bamako à Yurtensène le vendredi 27, samedi 28 chez Tiroul et vendredi 3 novembre à la Chaloupe Saint-Leu. Et c'est la clôture du festival. Alors, pourquoi Manu Sissoko? Pourquoi Manu Sissoko? Alors, pour plein de raisons, elle et puis d'autres artistes aussi, mais parce que j'ai une très grande affinité pour son travail de transmission et de précision dans vraiment ce qu'est la culture du peuple Kasonké, particulièrement. D'accord, on va juste regarder quelques images avant de discuter, on va voir un petit peu ce qu'a fait, entre autres, Manu Sissoko, et voir un petit peu voilà, les images que j'ai repris sur le site, bien sûr, de Manu Sissoko, histoire de pas avoir de problème pour les droits d'auteur. Ah oui. Bien. Alors, on est où là? Nous sommes à Bamako. Voilà, nous sommes dans une fête de mariage à Bamako. On va rappeler juste Bamako, c'est la capitale du Mali. La capitale du Mali. Ouais, tout à fait. Et pourquoi plus Mali qu'un autre pays d'Afrique? C'est une grande question. Le Mali, parce que ça a été l'un des premiers pays qui est venu à moi, on va dire. Et puis notamment les Kasonké, en fait. Voilà, j'ai une histoire avec ce peuple. Et les Kasonké viennent du Mali, de la région de Caille, notamment, donc à 500 km au nord de Bamako. Et donc voilà, du coup, c'est les Kasonké qui m'ont amené au Mali. Et puis j'ai tellement aimé ce que j'ai vu là-bas que j'ai voulu le ramener en Occident chez moi et puis partout ailleurs dans le monde. Manu Sissoko, on va dire c'est un paradoxe, mais aujourd'hui, quand on parle de la danse africaine, on parle de Manu Sissoko. C'est une blanche qui danse la danse des Noirs, c'est pas... Ça crée pas un paradoxe? Non, pas forcément. C'est une blanche de peau, mais elle a fait des recherches comme tout le monde. La danse, elle n'est pas innée. Les gens qui vont aller chercher, ils vont la trouver, comme d'autres personnes, d'autres cultures aussi. C'est pas forcément la couleur de la peau. Elle a cherché et puis voilà, elle a trouvé. Alors justement, quand on regarde, et j'ai regardé les vidéos, il y a une vraie, j'allais dire, africanité dans la démarche. Parce que, est-ce que ça va jusqu'au trans par moment? La transe, c'est particulier. On ne peut pas parler de transe à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Est-ce que ça peut aller alors? Non. La transe, c'est réellement un changement d'état en vue d'un soin thérapeutique, psychothérapeutique, on va dire ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne parle pas de transe. On parle de danse, de plaisir, je parle de catharsis. Je ne parle pas de transe. Mais en tout cas, quand on regarde les danses, vous y êtes dedans, vraiment dedans, quoi. Complètement. Mais ça, c'est vraiment c'est un voyage. C'est l'art, c'est de l'art universel. C'est le voyage à l'intérieur de soi-même. Tout à fait. C'est en soi, c'est avec les autres, c'est dans la musique, avec sa musique intérieure. C'est vraiment une histoire d'art. L'art est universel. Voilà, et on en est la preuve. Et justement, quand on regarde ce qui se passe dans les danses africaines, quand ils se mettent à danser, et j'ai regardé même dans vos gestes, c'est vraiment aller au bout des gestes pour aller au bout de soi. C'est quelque chose qu'on voit dans les danses africaines, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en eux, on le voit dans la danse. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit vraiment montrer que l'Afrique est en train de s'éveiller à lui-même, à elle-même plutôt. Oui, comment dirais-je, comment expliquer ça? Parce que c'est vrai que quand on voit tout ce qu'on fait, le travail, tout ça, les gens pensent que ça vient de... C'est l'enseignement que les anciens ils nous ont laissé. Donc nous, on n'a pas appris du jour au lendemain, on est né là-dedans. Moi, je suis un griot.
Un griot, c'est un détenteur, quelqu'un qui détient la parole, et puis l'histoire d'un peuple, et puis j'allais toute dire, une famille. détient plus un savoir. Voilà, un savoir, Ouais. une culture. Donc c'est les griots qui fait le lien entre les peuples. S'il y a quelque chose à régler, c'est les griots qui est là, qui règle tout ça. Donc, partant de cela, la culture nous a été léguée, donc forcément, nous, on peut pas donner des choses qu'on nous a pas données. Donc, on essaye d'être clair et propre en fonction de ce qu'on nous a donné, et on met la transmission, on donne la transmission. Et les gens, quand vous avez parlé de trance, c'est pas la trance, c'est la connexion, et puis en plus, on arrive à capter tout ce qui se passe autour. Même les gens qui n'ont rien à voir avec la danse, on arrive à les faire venir en fonction de ce que nous on met dans notre cœur, on donne tout, c'est un engagement. C'est un engagement, on donne tout. Tout le monde vient petit à petit, les gens qui viennent, les Occidentaux, tout ça, ils sont là, ils ne comprennent pas, ils arrivent, ils viennent, parce que ça vient du fond du cœur. Donc c'est comme ça qu'on nous a donné, et puis on ne fait pas semblant avec cette culture-là. Vincent, ça est d'accord là-dessus? Il se laisse happer par cette ambiance, par cette ferveur? Complètement, oui. Qu'est-ce qui explique cette envie d'y être, vraiment de ressentir les choses? Je pense, comme il le disait, c'est vraiment parce que c'est fait avec profondeur, avec le cœur, et que c'est quelque chose qui est ancestral, en fait. Donc c'est quelque chose qui a eu le temps de se mettre en place, et si c'est comme ça, c'est que l'évolution a fait en sorte que ça en arrive là. C'est quelque chose qui date pas d'hier. Romain disait tout à l'heure qu'il est griot, et le savoir, ça se transmet d'une certaine façon. L'Afrique est grande, l'Afrique est multiple, je veux dire, y compris au Mali. Je veux dire, chacun a un savoir. Comment, dans les recherches que vous avez menées, et bien sûr aussi vous, à votre niveau, comment, à un moment donné, vous faites des choix? Parce qu'il faut faire des choix. Ah, les choix. Alors, moi, j'ai pas fait Enfin, j'ai fait le choix vers les Kassonké parce que ça a été mon premier amour. On va juste préciser, c'est qui est les Kassonké pour que les gens comprennent. Donc les Kassonké, c'est un peuple qui vient de la région de Caille, c'est même une culture métisse déjà, parce que c'est un mélange entre les Peuls et les Malinqués. C'est devenu une culture à part entière, avec une musique à part entière, une langue à part entière. Et voilà, c'est un peuple qui peuple la région de Caille sur les rives du fleuve Sénégal. Alors, je reviens à ma question. À un moment, on sait bien, on dit que les traditions évoluent, la musique évolue. Il faut faire des choix. Comment il faut faire évoluer toute cette tradition, toute cette culture malienne, africaine, sans pour autant perdre ce qui est vraiment l'essence, ou boire la quintessence de ce qu'est la culture africaine? Moi, à mon sens, c'est pour que cette culture soit perpétuée, il faut que les gens... De toutes les façons, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière, on fait avec. Donc il faut que, déjà, avant d'acquérir les connaissances, il faut le mériter. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a dépassé ces niveaux, il n'y a pas le temps, mais il y a aussi, on va dire, avec les nouveaux outils, Internet et tout ça, nous qui sommes là, il faut qu'on essaye de travailler autrement, mais il faut que les gens, on trouve le moyen comment intéresser les gens à la culture, sans forcément les faire travailler comme nous on a appris, parce que ça ne marchera pas comme ça. Alors justement, j'attendais ça pour la transition, pendant ces quelques jours vous êtes là, comment ça s'est passé avec les Réunionnais que vous avez rencontrés? Comment vous avez transmis? Oui, merci pour le drapeau réunionnais. Mais là, comment ça s'est fait? Et le public réunionnais, est-ce qu'il est venu vers vous? Est-ce qu'il avait envie justement de, comme vous, avoir soif de découvrir l'Afrique? Alors, ce qu'on a pu observer lors de la conférence qu'on a fait le dimanche pour ouvrir le festival, c'est justement une envie de connaître, une envie de comprendre, une envie de découvrir l'Afrique. Alors, l'Afrique est grande, évidemment. Là, c'est par le biais de la petite porte du Mali. Mais il y a vraiment cette soif de savoir, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment on danse là-bas? Comment on peut faire du lien aussi avec votre Maloya? Et les quelques jours qu'on a passés, les tout premiers jours qu'on a passés avant l'ouverture du festival, on a eu la chance de pouvoir rentrer dans un kabar, de rencontrer Daniel Waro, et on a pu faire du lien avec le Maloya.
Et c'était exceptionnel, c'était vraiment exceptionnel. Et on a fait du lien musical et corporel, chorégraphique, du coup, avec le Maloya. Moi, j'ai vu les danses de Peul, par exemple. Vincent et Dra, ils ont senti les danses de chasseurs au Mali, par exemple. Donc, voilà, c'était l'envie de faire du lien, et vraiment, les Réunionnais ont envie de ça. Ils nous l'ont demandé. D'accord, ce qui s'est passé, c'est on voit qu'il y a dans ce Maloya, c'est bien la danse des Noirs, des esclaves de l'époque. On retrouve ces éléments-là en Afrique qu'on peut voir. Évidemment, évidemment. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur, moi, d'organiser un festival de cette envergure-là, même si on fait avec nos petits moyens et on n'a pas forcément de subventions et qu'on va jusqu'au bout, parce qu'il y a vraiment un lien avec ce petit caillou là au milieu de l'océan Indien, avec ce grand continent qui est l'Afrique. Et moi qui suis née là-bas et qui suis un peu sans terre, vraiment, parce que j'ai pas arrêté de déménager, arrivée à La Réunion, je me suis sentie enfin être sans être ma fille d'eux ou sans être la noire qui habite dans le bâtiment au 10e étage. Je suis juste moi. Et c'est ça qui a fait qu'ici à La Réunion, je me sens bien. Et je sens aussi qu'il me manque un lien. Et ce lien-là, même si je rencontre des artistes qui font du Maloya, qui font ça très très bien, j'aimerais bien aller encore plus loin pour qu'on soit vraiment connectés, quoi. Et du coup, cet événement-là, ce festival-là, et là pour ça, et c'est un peu égoïste, c'est vraiment pour ma gueule. D'ailleurs, par ma liste, j'ai dit une blanche qui danse africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut regarder l'Afrique aussi au-delà des couleurs. Il faut regarder l'Afrique dans sa globalité. Et si je me permets, pour rebondir sur la question que tu as posée en début, pourquoi Manu Sissoko, ben voilà, à la réponse, tu viens de la donner toi-même. C'est justement ce métissage-là. L'Afrique s'éveille, je veux dire, aujourd'hui, au-delà bien de tout ce que peut être dit, de tout ce qui est véhiculé. Au-delà des couleurs, au-delà de... Disons que c'est une manière de casser un peu les cases dans lesquelles on a envie de mettre les gens, en fait. Voilà. Pourquoi est-ce que quand on a telle couleur, on doit faire ça, quand on a telle couleur, on doit faire ça, etc. Pourquoi se mettre dans des cases ? Moi, je me suis toujours sentie danseuse, j'ai toujours eu envie de danser. Après, là où je me suis réellement sentie danseuse, c'est quand il y avait des percussions et notamment quand je me suis mise à entendre des doudous de Kasonké. C'était en moi profondément, je ne l'ai pas cherché intellectuellement, c'était profondément en moi. J'ai écouté ce qu'il y avait en moi, point. J'ai pas écouté ce que les gens ont décidé que je devais faire. Donc j'ai juste suivi une sensation, un sentiment. Et si chacun s'écoute profondément et qu'on décide de sortir des cases dans lesquelles on nous oblige à rentrer en fonction de la couleur de la peau, je pense que le monde irait un petit peu mieux. Mais on est en train d'y aller tout doucement. C'est pas facile, il y a encore du chemin, mais on y arrive tout doucement. Ce que dit Zénter Makoro, je veux dire, aujourd'hui, la Réunion, pour vous, qui la voyez aujourd'hui, ça peut être un lien, ça peut être une porte d'entrée. C'est une belle terre de métissage, réellement, la Réunion. Moi, c'est ce que j'observe, j'étais jamais venue. Et que ce soit dans la manière de construire, dans la manière de danser, dans la manière d'être les uns avec les autres, c'est une belle terre de métissage. Donc voilà, j'imagine que vous avez des choses à dire sur ce métissage-là. Moi, je le vois de loin pour l'instant, je ne suis pas encore rentrée en profondeur dedans. Mais il y a de l'espoir. Moi, de toute façon, je suis optimiste et je suis pleine d'espoir, en général. Donc j'y crois profondément, pour mon fils et puis pour tous les enfants métis de cette terre. D'accord, de la question. Ça sent l'Afrique. C'est-à-dire, il a senti l'Afrique quand même. Oui, moi. À La Réunion. Moi, quand je suis arrivé tout de suite, j'avais l'impression que je suis jamais parti. Parce que moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi là-bas. J'ai tout de suite vu que c'est l'Afrique. Et quand j'ai croisé les gens, il n'y a pas de problème. Je me suis senti comme j'ai été toujours au Mali. Les gens, ils sont ouverts, ils parlent. Et ça m'a touché. J'ai dit, mais il y a quelque chose à faire ici. Vraiment, il y a quelque chose à faire ici. Au niveau de la musique, j'ai envie vraiment de découvrir le Maloya pour comprendre exactement. Parce que là, j'ai vu des choses, mais j'aimerais travailler un jour avec les musiciens d'ici et faire quelque chose, un mélange. Ça m'a fait réfléchir depuis qu'on est arrivé. Je suis touché, franchement.
D'accord. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer et de voir un petit peu. J'ai été voir en tout cas ce que vous faites. Bravo à vous. En tout cas, ça donne un autre regard sur Afrique. Oui, Mako. Ouais. Moi, j'aimerais bien clôturer cette entrevue par quand même annoncer le vendredi 3 novembre, la clôture de notre festival, où on aimerait vraiment partager un temps de leur bal Afro-Bamako. 3 novembre, le vendredi 3 novembre à la salle des fêtes de la Chaloupe Saint-Leu, à partir de 19h avec un accueil avec notre partenaire Bissap Bicool, et puis notre deuxième partenaire qui est Bouftang, qui a fait nos t-shirts à l'art de zèle. Voilà. Donc toutes ces personnes-là seront présentes et on aimerait bien partager un vrai bal Afro-Bamako et un kabar mandingue. Voilà. Ah ouais, donc Nous, tous les artistes, voilà. Alors on prend rendez-vous et on va voir comment. Alors l'association Un air de zèle au 06 92 29 15 14 pour prendre les réservations, et son nom sur le Facebook Malibal est là aussi. Merci Manu Sissoko, merci Norman Sissoko, merci à Vincent Lassalle et merci à Makoro Traoré. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir et j'espère que c'est pas la dernière, en tout cas, j'espère qu'on aura le plus de temps la prochaine fois. On est en fin d'année, on est un peu bousculé, il y a beaucoup de choses. Entre autres, il y a aussi la politique. Vanessa Mironville souhaite un point d'étape avec les positionnés. Le maire de la possession débute ce point d'étape avec ce qu'elle appelle les ambassadeurs de la politique municipale, c'est-à-dire les employés communaux. Commencé mardi, ce point d'étape comprend plusieurs rencontres. Ce matin, c'était la deuxième séance, le moment pour nous, justement, de faire un point d'étape sur ce point d'étape. Dans ce reportage, Vanessa Mironville insiste sur le rôle essentiel des employés communaux. Les employés sont fondamentaux dans la communication. On aura beau mettre toutes les affiches, passer tous les messages sur Facebook, etc. qu'on veut, si nos propres agents ne sont pas convaincus de ce qu'on fait, ne passent pas l'information sur les activités ou les événements, on aura manqué notre objectif. On a 1000 agents, ce sont du coup 4 ou 5 000 personnes qui sont directement concernées avec leur famille, leurs amis, leurs voisins. Qui par effet boule de neige, si ces personnes-là, ces agents-là passent bien le message et surtout le passent positivement parce qu'ils ont compris les raisons pour lesquelles on a dû parfois faire certains choix délicats comme augmenter les impôts, alors là on aura vraiment gagné en qualité de communication et de compréhension entre les citoyens et la mairie. La communication, c'est vraiment l'élément sur lequel il va falloir travailler en interne et en externe. On en est conscient, on l'entend régulièrement. On a déjà amorcé quelques pistes. On a lancé des newsletters personnalisés, c'est-à-dire que tout citoyen ou agent peut s'inscrire en disant moi je suis intéressé par la jeunesse, le sport, la vie des quartiers, les infos travaux pratiques. Voilà, il choisit les thèmes qui l'intéressent et on lui enverra par SMS ou par mail selon son choix les informations de la thématique ou des thématiques qui l'intéressent. Donc c'est par exemple un premier pas qu'on fait. Il reste encore la communication de proximité où là, voilà, on doit encore s'améliorer là-dessus. Et on reparle de transmission, cette fois-ci de transmission culturelle, qui fait partie donc de la thématique art, culture et petite enfance. De cette semaine de la petite enfance, justement, les partenaires du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents utilisent les travaux manuels pour transmettre les comportements indispensables aux relations idéales entre un enfant et ses parents. L'association CAFET familiale, domiciliée à Saint-André, situe ses actions dans cette démarche, comme nous l'explique Jessia Grondin, médiatrice sociale. Naître, découvrir, grandir, la caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie.
Quel est l'objet d'abord de cette association? Alors, l'association Café de Familial, c'est l'accompagnement à la parentalité. On accompagne les familles du quartier, de Fayard, Petit Bazar et les familles de Saint-André. Alors, comment ça se passe? Comment ça se fait surtout? Comment ça se fait? On touche les familles. En fait, moi, mon métier, c'est simple. Je suis devant l'école tous les jours. C'est comme ça que je peux rencontrer les familles. Donc, chaque jour, il y a un parent. Les parents, ils savent que Jessia est là. S'ils ont besoin d'accompagnement à la parentalité, ils savent que je suis là. On vient vous voir pour résoudre quel problème? Alors, les parents, ils ont besoin d'écoute, beaucoup d'écoute. Ils ont besoin de sentir qu'ils existent, d'être valorisés surtout. Et ils ont besoin d'une structure pour les accueillir, en fait, un lieu de partage, de convivialité. Généralement, quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent, dont on vous parle le plus souvent, que vous devez agir comme médiatrice? Au sein de l'école, ils ont beaucoup besoin d'accompagnement pour leurs enfants. Ils se posent beaucoup de questions. Souvent les week-ends, ils n'en peuvent plus. Ah, mon maman, le week-end, mais tu gagnes plus. Et du coup, ils ont besoin de souffler. Vraiment besoin de souffler et de se retrouver avec d'autres parents pour se dire, je ne suis pas toute seule et il y a d'autres parents qui sont là. Et c'est comme ça qu'ils s'entraident eux-mêmes, en fait. Dans ce lieu d'accueil enfants-parents, quels sont les outils que vous utilisez pour essayer de consolider, de renforcer les liens entre un enfant et ses parents? On utilise beaucoup d'activités manuelles et d'activités culinaires. Donc vraiment autour de pratiques. Alors quand on dit activité manuelle, qu'est-ce que vous leur proposez? Je propose pas. Ils viennent, ils me disent, Jessia, par exemple, il y a une thématique comme là bientôt, c'est Halloween. Est-ce qu'on peut faire des décos? Du coup, je leur montre toutes les panels de récup que j'ai. Et c'est à eux de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ils sont acteurs eux-mêmes des activités qu'ils veulent faire. Et ainsi, les enfants travaillent avec leurs parents sur les mêmes projets manuels? Oui. Là, par exemple, on a été visiter pendant les 15 jours d'édition famille, vacances en famille. Ils font avec leurs enfants. C'est pas comme un centre de loisirs où ils déposent les enfants, ils viennent récupérer. Les parents, ils choisissent tout avec leurs enfants. Ils ont choisi le projet, les lieux qu'ils allaient visiter. C'est eux qui ont tout fait avec les enfants. Et vous, comment vous les accompagnez? Moi, je les accompagne dans l'écrit, dans les partenaires, réserver un bus pour les sorties, dans les projets. J'accompagne seulement. C'est eux seuls ils sont propres acteurs de leurs vacances. Je suis juste là pour faire le lien. Mais c'est eux qui font tout seuls, presque. Je suis le fil conducteur, en fait. Mais c'est eux. C'est juste pour leur faire prendre conscience qu'ils ont d'énormes talents et qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Quand ils arrivent au bout de leur projet, parents, parents, oui. La première émotion, c'est quoi? Ils sont fiers. Ils sont fiers, ils disent nous l'arrivée, on était capables. Souvent, ils disent, je suis mais assis. Mais quand je vois ce qu'ils font, je dis, vous avez vu? Vous avez d'énormes compétences. Il fallait juste se mettre ensemble. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie.